Et j'estime qu'à la rentrée, cette crise politique, elle éclate en quelque sorte au grand jour. Elle a elle prend une forme nouvelle, plus accomplie, plus achevée. Pourquoi? C'est le départ évidemment du ministre Hulot. Le ministre Hulot, c'est une figure de l'écologie en France. Alors, je sais qu'il y a des gens qui discutent ça, parce qu'ils ne le trouvent pas aussi conforme à leurs attentes qu'ils le souhaiteraient de la part d'un ministre de l'écologie. Mais ce qu'on ne peut pas enlever, c'est que ce gars incarnait ça et cherchait à l'être. Cherchait à être aussi efficace que possible en tant que ministre de l'écologie. Et que très rapidement, il s'est heurté à un mur. Moi, j'avais dit à l'époque, dans 6 mois, il s'en ira. Pourquoi? Parce que j'avais eu la chance de pouvoir parler avec lui. Et je savais que c'était pas juste, comme on dirait, je veux pas avoir de mépris là-dedans, mais c'est pas juste un animateur de télévision. C'est un homme qui a une pensée construite, qui a théorisé, bon. Et les 2 ou 3 rencontres qu'on a eues ensemble, je vous en avais parlé, c'était des rencontres très intéressantes, intellectuellement. Donc je savais que cet homme-là se laisserait pas attraper par la griserie du pouvoir. Au demeurant, il a une vie en dehors du pouvoir. Et à un moment donné, il s'est rendu compte qu'il était devant un mur. Et les choses se sont accélérées, et il a décidé de partir. Mais quand il part, comme c'est le top de ce qu'on peut faire dans ce domaine, c'est-à-dire un gars reconnu, aimé des Français, qui fait pour le mieux, en tout cas qui le dit, les gens de bonne volonté rentrent pas dans les détails, ils disent ce gars il fait ce qu'il peut. Et le gars qui fait ce qu'il peut vient et vous dit écoutez, là-dedans on peut rien faire. Et il donne des raisons politiques profondes. Il dit c'est pas compatible avec les traités budgétaires européens, on peut pas faire la transition écologique parce que ça coûte de l'argent et c'est interdit par les traités budgétaires européens. Ensuite il dit c'est pas possible de continuer si on remet pas en cause le mode de production et d'échange. Bon, il y a une critique là qui est anticapitaliste. Bon, et puis enfin il dit on peut pas faire ça dans un gouvernement ou dans un cadre politique dans lequel les lobbyistes sont chez eux, rentrent et sortent comme ils veulent, etc. C'est-à-dire que dans tout ce qu'il dit, il atterrit sur le même diagnostic que celui que nous posons et qui a été au cœur du programme L'Avenir en commun et de ma campagne de 2017. Donc la crise politique, elle vient du fait que la tentative qui a été faite par M. Macron d'avoir une vitrine écologique, au moins pour donner le sentiment à la masse de la population qui a compris que la crise écologique était un problème urgent, que le gouvernement s'en occupe. Il a essayé ça. Ça vient de s'arrêter. Et ensuite, quand il a fallu le remplacer, on a vu comment ils s'y sont pris. D'abord en essayant de dénigrer Hulot sur le thème, bon, c'est un gars trop nerveux, il se contrôle pas, bon, il a toujours eu un caractère impossible, enfin ça fait partie de la propagande habituelle dans ce genre de situation. Et puis après, ils ont été à chercher, en quelque sorte, n'importe qui, pour le remplacer. Ils ont demandé à Cohn-Bendit, moi j'y ai pas cru une minute, je pense que c'est Cohn-Bendit qui a fait dire qu'on lui demandait. En fait, je ne crois pas une seconde que Emmanuel Macron ait pensé à confier un ministère à un zazou de cette nature. Ensuite, ils ont demandé à quelqu'un de beaucoup plus sérieux, Pascal Canfin, et lui a dit non. Alors c'est pareil, moi, Monsieur Canfin, c'est pas ma famille, c'est un libéral écolo, bon, mais c'est quelqu'un qui est dans la pensée et la démarche écologiste. Et cet homme-là, il a compris qu'il n'y avait rien à faire. Et pourquoi il a compris ça? Parce que Hulot l'a expliqué avant. Et donc, on ne pouvait avoir que quelqu'un qui vient pour être conforme à ce que Macron a dit à Cohn-Bendit. C'est-à-dire, tu n'es plus libre, ta pensée doit rester dans le cadre, etc. Ils l'ont trouvé comme ça. Monsieur de Rugy, alors bon, Monsieur de Rugy, j'en parle sur le plan politique, pas sur le plan personnel, parce que la réplique, moi je ne le connais pas, cet homme personnellement, et je ne veux pas porter un jugement sur sa personne, mais sa trajectoire politique, oui, ça fait réfléchir. Voilà un gars qui commence chez les écolos, qui est coprésident du groupe écologiste à l'Assemblée nationale. Je vous rappelle que quand il était coprésident de ce groupe, ils étaient 18. Mais personne ne s'en rappelle. Nous, on est 17, j'aime mieux vous dire que personne ne peut nous oublier. Et puis après, il participe à la primaire des socialistes, il jure, il signe qu'il soutiendra celui qui aura gagné, il en a rien à faire, il change de camp, il passe chez Macron, là il devient président de l'Assemblée nationale, et en disant je resterai que la moitié du mandat, puis quand au moment où les autres lui disaient va falloir vous en aller, le gars il répliquait non, moi je suis élu pour 5 ans, point c'est tout. Maintenant le voilà ministre, et vous voyez, je viens de vous dire, c'est quelqu'un dont la pensée, j'essaye de vous emballer ça pour pas que ça soit trop agressif,
Mais en gros, il l'a pris parce qu'il sait que l'autre va... c'est un spécialiste pour les couleuvres, c'est pas qu'il les avale, c'est que c'est la couleuvre qui l'avale. Hein. Donc il est là pour ça. Et ça n'a pas traîné. 24 heures après, le gars annonce que la montagne d'or en Guyane, c'est un très bon projet, qu'il va falloir le soutenir, et qu'il faut que tout ça redémarre, que les concessions vont être données pour faire des recherches, encore pour ouvrir éventuellement d'autres montagnes d'or. Alors la montagne d'or, c'est une catastrophe écologique pour la Guyane. Toute la Guyane écolo, mais je veux dire, quand je dis écolo, je parle pas des militants écologistes seulement, je parle des gens qui savent que tout ça peut très mal tourner, que déjà il y a tout un secteur du fleuve où on peut plus boire l'eau parce qu'il y a des malformations, c'est rempli de plomb. Là, c'est les orpailleurs qui pourrissent tout. Donc, les Guyanais, ils sont à cran sur cette histoire, ils sont très vigilants parce qu'ils connaissent le problème. Et ils viennent d'apprendre que le ministre de l'écologie leur dit tout ça va très bien. Bon, donc on peut dire écologie et macronisme, vous faites une croix, c'est fini. Hein. Ce que vous allez avoir là, c'est un gars qui va être spécialisé à vous expliquer pourquoi c'est quand même bien de faire des choses qui ne sont nullement écologiques. Vous savez qu'il y a un rapport pour créer 6 EPR, qui sont des espèces de super centrales nucléaires, qui coûtent horriblement cher et dont aucun chantier n'est terminé, 6 EPR supplémentaires. Donc ça veut dire qu'il y a une ambiance pro-nucléaire qui se développe à fond, qui va se développer aussi à fond dans ce gouvernement. Alors, nous, bon, d'abord on voit la crise politique. Quand M. Hulot s'en va, ben, il y a un pan, un secteur de ceux qui ont soutenu M. Macron qui part avec. Hein, il faut pas croire. M. Hulot était entré au gouvernement avant les élections législatives. Il y a donc des gens de bonne foi qui se sont dit, bah nous on vote pour ces députés, ce gouvernement, parce que il y a Hulot dedans, au moins ils vont faire quelque chose pour l'écologie. Bon, après tout c'est lui le président, blablabla. Bla, bla. Donc maintenant tous ces gens-là, ils sont là, ils savent plus quoi penser. On ne sait pas si dans la liste européenne, les macronistes vont mettre le paquet pour afficher une dimension écologiste, mais il est vraisemblable qu'ils ne le feront pas, parce que ce sont des productivistes, ce sont des libéraux, et voilà. D'ailleurs, si Cohn-Bendit n'en rajoute pas, c'est bien parce que lui aussi, il est préoccupé à se tenir le plus loin possible. Mais en attendant, voilà, il reste ça, il reste une crise politique. Qu'est-ce que c'est une crise politique? C'est pas seulement que ça fait du bruit et que vous vous en apercevez, que ça arrive jusqu'à vous. C'est quand un système a du mal à conserver son équilibre, à conserver sa structure et à assurer sa fonction. La fonction, c'est la fonction d'autorité, la fonction de faire des choses et de trouver des gens pour les faire. Et dans une société démocratique, aller à la rencontre d'un peuple qui est d'accord pour que ça se fasse. Donc le système, il est en crise politique parce que les moyens d'intervenir reculent, parce que ou les gens s'en vont, ou ne veulent plus obéir, ou se posent des questions sur la légitimité du pouvoir lui-même, et parce que ceux qui commandent ne savent eux-mêmes plus très bien où ils en sont. Dans toutes les périodes agitées, vous avez ces deux éléments-là. Je vais vous dire, il y a une formule, je vais l'emprunter à Lénine, alors comme ça va faire jaser. Hein. Il décrivait une situation très révolutionnaire en disant, c'est quand, en haut, on ne peut plus, et en bas, on ne veut plus. Et bon, hein, voilà. La démission de Nicolas Hulot du gouvernement, maintenant tout le monde est au courant. Au moment où je parle, ça fait maintenant plus de 48 heures que c'est arrivé. En gros, tout le monde a bien compris que Nicolas Hulot s'était fait avoir. Il avait accepté d'entrer au gouvernement de Macron après avoir refusé d'entrer dans un gouvernement sous la présidence de Jacques Chirac, après avoir décliné la même proposition de la part de Nicolas Sarkozy, après avoir également refusé la même proposition de François Hollande. Et puis finalement, peut-être parce que il voyait le temps passer et que peut-être il s'imaginait que ça serait cette fois-ci ou jamais, il avait accepté, c'était en mai 2017, la proposition d'Emmanuel Macron. Le problème, c'est que Nicolas Hulot, en fait, est tombé dans un piège. Peut-être s'est-il imaginé qu'il allait changer et surmonter les lourdeurs qu'il devait imaginer, mais dont il ne devait pas imaginer qu'elles fussent aussi lourdes. Il est entré dans ce gouvernement. À l'époque, en mai 2017, tout le monde avait dit que c'était un coup de maître de Macron qui était parvenu à enfin avoir ce grand homme. On attendait beaucoup et puis ça a fait pchit.
En bref, le bilan de Nicolas Hulot est très très mince. Il n'y a pas grand-chose. Certains lui le créditent de l'abandon de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes près de Nantes. Moi, je pense personnellement que s'il n'y avait pas eu Nicolas Hulot au gouvernement, l'aéroport eût été abandonné quand même parce que il posait vraiment des problèmes considérables de maintien à l'ordre public, mais aussi des problèmes de fonds, notamment de fonds avec un S, c'est-à-dire de financement, et puis de fonds sans S, c'est-à-dire est-ce que c'est nécessaire de contribuer encore et encore à la macadamisation généralisée, à l'artificialisation généralisée des sols de France, où il y a de plus en plus, il y a des centaines d'hectares qui, chaque année, des milliers d'hectares qui sont artificialisés. Bref. On ne le saura jamais, mais c'est quand même un bilan qui est assez mince, puisque sur tout le reste, il n'a à peu près obtenu rien. C'est d'ailleurs pas moi qui le dis, c'est lui-même, lorsqu'il a fait cette annonce tonitruante devant l'émission, la matinale de France Inter, alors qu'il n'avait prévenu ni le président de la République, ni le Premier ministre. Il est même possible d'ailleurs qu'il se soit décidé dans les minutes précédant cette matinale, puisqu'on prête à Nicolas Hulot la volonté depuis des mois et des mois de claquer la porte. Alors qu'est-ce qu'on peut dire ? Je renvoie à ce que je disais ici même dans cet entretien d'actualité. C'était le 17 mai 2017 où j'avais annoncé exactement ce qui allait se passer. C'est-à-dire que Nicolas Hulot allait essayer de faire son métier, que progressivement il serait verrouillé par toute une série d'obstacles dirimants et puis au bout du compte, lassé d'être critiqué par les associations écologistes, brocardé par les uns et par les autres, eh bien, il finirait par claquer la porte et faire un feu d'artifice. Objectivement, c'est très exactement ce qui s'est passé. Alors pourquoi est-ce qu'il n'a pas réussi ? Alors certains, il a évoqué lui-même le poids des lobbies. Oui, il y a des forts lobbies, bien sûr. Des forts lobbies qui s'exercent sur le président de la République, le Premier ministre, les ministres. C'est d'ailleurs un des points fondamentaux de la société française actuelle. Il y a 50 ans, les lobbies n'avaient pas le droit d'exister. C'est encore une fois une mode américaine. À l'époque, on appelait ça, les lobbies étaient interdits, ou à peu près interdits, en tout cas aussi ouvertement que maintenant. On appelait ça du trafic d'influence. Parce que ce que c'est qu'un lobby, c'est exactement du trafic d'influence. Les organismes qui travaillent pour des sociétés et qui vont essayer d'influencer les dirigeants de l'exécutif ou les parlementaires font du trafic d'influence. C'était interdit normalement dans la société française. Sous l'influence américaine, sous l'influence anglo-saxonne, on a désormais toléré que les lobbies soient là pour venir faire valoir leurs intérêts. Mais lorsqu'un lobby fait valoir son intérêt, lorsque c'est un groupe industriel, un groupe pharmaceutique qui fait valoir son intérêt, et il le fait valoir au détriment de qui, à votre avis ? Au détriment du peuple. Parce que le peuple n'a pas de lobby. Le peuple, son seul lobby, ce sont les élections. Et puis ensuite, ce sont les parlementaires qui sont là, normalement, pour porter la volonté du peuple. Mais entre les élections et si les parlementaires se laissent acheter, soit corrompre, ça peut arriver, soit tout simplement influencé par une espèce d'opinion dominante, eh bien, le peuple n'a plus de lobby. Voilà. Alors, Nicolas Hulot a été sans doute la victime de lobby, mais Nicolas Hulot, il a surtout été victime du fait d'entrer dans un gouvernement européiste. Que ce soit Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande ou Emmanuel Macron, nous avons des présidents de la République qui d'ailleurs ne portent plus vraiment les responsabilités d'un président. Ils en ont l'apparence. C'est le Canada Dry du président. Ils ont l'apparence d'un président de la République. Encore que François Hollande ne l'avait pas vraiment d'ailleurs, ni d'ailleurs Emmanuel Macron, mais ils n'en ont pas la réalité, du moins la réalité du pouvoir telle qu'on la connaissait du temps de Charles de Gaulle. On est donc face à des dirigeants qui n'obéissent plus au peuple français, sont soumis à des lobbies bancaires, financiers, industriels, pharmaceutiques et j'en passe, et des gouvernants qui ont plongé la France dans cette prison des peuples qui est l'Union européenne, qui dicte toute une série de politiques. Voilà, j'ai suffisamment parlé de ça depuis plus de 11 ans pour que je puisse être relativement rapide sur le sujet. Vous savez que les traités européens nous imposent une politique ultralibérale dans tous les domaines. Vous savez qu'ils nous imposent la libre circulation des mouvements de capitaux, donc les délocalisations, donc le fait qu'au lieu de produire localement et à proximité des gens, on va désormais, les produits industriels par exemple,
les produits bruns, les produits blancs, les jouets, les meubles, les ordinateurs, les produits électroniques, etc. Tout ça va être transféré à 15 000 kilomètres. Ce qui est fabriqué à 15 000 kilomètres, si on veut que ça vienne en France, il faut une noria de supertankers pour les hydrocarbures, une noria de porte-conteneurs géants qui passent par le cap de Bonne-Espérance, qui font 20 000, 25 000 kilomètres sur les océans. Tout ça coûte de l'argent, ça dégage, ça consomme des hydrocarbures, ça pollue les océans. Il y a très régulièrement d'ailleurs des conteneurs qui basculent à travers, qui tombent des porte-conteneurs. Ça favorise les développements, l'émission de gaz à effet de serre. Ça développe l'industrie dans des pays comme la Chine, le Bangladesh, l'Inde, où les législations sur la protection de l'environnement sont extrêmement faibles. Et donc l'ultralibéralisme, dans sa quintessence, est contre le principe même de la protection de l'environnement et contre l'écologie. De plus, c'est un mode de vie qui favorise l'obsolescence programmée, qui favorise l'hyperconsommation, qui favorise en fait le gâchis généralisé. Là aussi, ça se heurte à la gestion d'une planète propre, d'une planète selon des normes écologiques. Et puis également, cet ultralibéralisme met sur le devant de la scène Mammon, c'est-à-dire le dieu argent. C'est la seule chose qui compte. Toujours dégager plus de profit pour les actionnaires des grands groupes industriels, pharmaceutiques, d'agroalimentaire, etc., etc. À partir du moment où c'est la loi du profit maximal le plus rapidement possible qui prévaut, on ne peut pas avoir une politique de bon père de famille, comme on dirait en termes juridiques, c'est-à-dire une politique qui vise à protéger l'environnement, qui intègre d'autres contraintes que simplement l'hyper-rentabilité. Par exemple, la protection des paysages, par exemple le maintien d'agriculteurs en zone rurale, par exemple l'idée de ne pas faire circuler des matières sur les océans sur 15 ou 20 000 ou 25 000 kilomètres. Tout ça est contrebattu par les traités européens et cet ultralibéralisme. En d'autres termes, et ça sera ma conclusion, Nicolas Hulot, s'il a démissionné, c'est que la démission de Nicolas Hulot, en termes politiques profonds, ça montre l'incompatibilité qu'il y a entre une politique écologique sérieuse et la participation à l'Union européenne. Il y a d'ailleurs une extraordinaire inconséquence, notamment de la part des écolos de EELV, de se dire à la fois extrêmement pro-européens et de vouloir défendre l'écologie. C'est pas possible. Ils savent très bien, ou ils devraient savoir, que les traités européens, justement, poussent à l'ultralibéralisme. Et évidemment, ils s'en sortent, comme d'habitude, par la pirouette, qu'ils sont pour une autre Europe, une Europe écolo. C'était déjà le slogan des Verts en 2005, au moment de la Constitution européenne, c'est-à-dire il y a 13 ans. Depuis 13 ans, rien n'a changé, sinon en pire, en matière de protection de l'environnement. Si normalement Nicolas Hulot était la personne sincère que certains croient voir en lui, Nicolas Hulot devrait dire que l'une des raisons fondamentales de son échec, c'est tout simplement que la France appartient à l'Union européenne. Et Nicolas Hulot devrait dire aux Français, si vous voulez vraiment avoir la possibilité d'avoir une politique écologique digne de ce nom, la première chose à faire, c'est de rallier l'UPR et de sortir de l'Union européenne. Je lance d'ailleurs ici un appel à Nicolas Hulot. Je l'invite ici même dans ce studio pour débattre avec lui, devant vous, de ces conditions et des raisons pour lesquelles il a été contraint de démissionner. Nicolas Hulot, maintenant la balle est dans votre camp. Je vous invite à venir débattre avec moi ou dans les studios de l'UPR.